Yippee-ki-yay, motherfucker. Eh ben non seulement t'es vulgaire, mais t'es ordinaire en plus. Dick Laurent is dead. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, chères auditrices et chers auditeurs cinéphiles, et bienvenue dans Transmission, la table ronde cinéphile qui fait le grand écart entre cinéma d'auteur et pop culture. Aujourd'hui, une émission un peu compliquée, avec un programme compliqué. Puisque nous allons parler d'un film de Michael Mann, le nouveau film de Michael Mann, un réalisateur qui est modérément apprécié ici, comme vous le savez. Et ensuite, nous allons parler d'un film sur l'Holocauste, donc qui est modérément apprécié ici, comme vous le savez. Donc, à ma gauche, vous n'êtes pas là pour le voir, mais je vous le dis, à ma gauche, Lucien Alflans. Bonjour, Lucien. Salut Oli, salut Manu. Salut les gars. Alors, vous avez compris qu'on parlera de Ferrari de Michael Mann et de The Zone of Interest de Jonathan Glazer. Alors, bien sûr, une bonne émission, bien préparée, car j'ai bien fait mes devoirs aujourd'hui, commence par un bon quiz. Je vous conseille d'être très prudent, ils m'obéissent au doigt et à l'œil. Et il me suffirait de claquer encore des doigts pour que demain vous soyez aspiré par une motocrotte sur le trottoir d'en face. Je ne saurais donc trop vous conseiller, ainsi qu'à votre tout, de rentrer à la niche. Vous avez d'autres questions? Oui. Deux, très brèves. Primo, pourquoi est-ce que je perds mon temps avec un branquignol dans ton genre, alors que je pourrais faire des choses beaucoup plus risquées? Comme ranger mes chaussettes, par exemple. Deuxio, comment comptes-tu claquer des doigts pour tes molosses, une fois que je t'aurai bouffé les pouces des deux mains? 4 questions, celui qui dit vroom vroom prend la main. Alors, première question, extrêmement facile. Quelle course célèbre a inspiré un film de 1971 signé Lee Katzin et John Sturges, mais aussi un film de 2019 signé James Mangold? Vroom vroom. Bon, alors vroom vroom, je sais pas, vous êtes à égalité comme Manu. Bon, ok, point pour Manu. En effet, les 24 heures du Mans. Nous parlons du film Le Mans et de Le Mans 66. Deuxième question. Dans quel film le légendaire producteur haut en couleur Don Simpson incarne-t-il Aldo Benedetti, coureur automobile? Vroom vroom, je suis vraiment pas sûr de la réponse. Jour de tonnerre. Excellente réponse de Lucien Alflans, Jour de tonnerre, le film de Tony Scott de 1990. Troisième question. Quel film signé Howard Hawks en 1965 met en scène James Caan dans le rôle d'un coureur automobile? J'ai pas vu. Je vois très bien l'affiche. Ok, c'est raté. C'était Ligne Rouge 7000, l'un des derniers films de Howard Hawks. Dernière question, aussi assez facile. Dans quel film de 1975 David Carradine participe-t-il à une course où l'on gagne des points en écrasant des piétons? Vroom vroom, la course à la mort de l'an 2000. Exactement, bonne réponse. Eh bien donc vous êtes... Ah bah non, c'est Manu qui gagne le droit de me faire les relances. Donc je lui donne son petit papier. Voilà, et maintenant, sans plus tarder, on va parler de Ferrari. This is a gun pointed at our head. You should assign me control of your stock. I have to have all the cards in my hand. Well, half the cards are in my hand. All of us are racers. It's our deadly passion. Our terrible joy. I wonder if we need be back. How can I stay away? If Anthony is looking for a scapegoat, then here I am. You were supposed to save him! You promised me he wouldn't die! The father deluded himself! Two objects cannot occupy the same point in space at the same moment in time. Benson. Go beat the hell out of them.
8 ans après Hacker, Ferrari signe donc le retour de Michael Mann sur grand écran après avoir travaillé notamment sur la série Tokyo Vice pour HBO Max ou publié le roman Hit 2 à 4 mains avec Meg Gardiner. Cinéaste américain, comme je l'ai dit, modérément apprécié au sein de Transmission, non je rigole, donc globalement très apprécié. Nous étions longuement revenus sur l'œuvre de l'auteur-réalisateur octogénaire né à Chicago avec Jean-Baptiste Toré à l'occasion de la sortie de son livre Michael Mann, Mirage du contemporain en 2021. Vous pouvez retrouver en ligne nos contenus. Longue arlésienne cinéphile dont on parle depuis la fin des années 90, le cinéaste de Manhunter en 86 ou encore Dali en 2001 s'intéresse ici pour de bon au légendaire constructeur automobile italien Enzo Ferrari à travers une période charnière de sa carrière, assez réduite temporellement. Alors, ça parle de quoi ? 1 an après la mort de son fils Dino, alors que sa famille et son entreprise sont en crise, Enzo Ferrari s'adjoint les services d'un nouveau pilote et décide de contrer ses pertes en misant tout sur une seule course, la fameuse Mille Miglia de 1957. Fameuse pour les aficionados de sport automobile. Tu peux me dire en fait comment il a écrit ce scénario, ce bon vieux Michael Mann ? En tout cas, il ne l'a pas signé tout seul. Il l'a juste revu car officiellement, le scénario est signé par le vétéran Troy Kennedy Martin en se basant sur le livre Enzo Ferrari, The Man and the Machine, pour reprendre un peu l'accent qu'on entend dans le film, de Brock Yates, publié en 1991. Adam Driver y tient le rôle principal, Penelope Cruz interprète son épouse Laura et Shailene Woodley sa maîtresse Lina. La photographie est d'Eric Messerschmidt, chef-op des 2 derniers films de David Fincher. Et le film a été présenté en avant-première à la Mostra de Venise en septembre 2023. Donc Manu, qu'as-tu pensé du retour tant attendu de Michael Mann ? C'est un film un peu déstabilisant parce que c'est un film qu'on a découvert il y a quelques mois au Festival de Gand en octobre et qu'on peut revoir dans les salles belges depuis le 14 février. Mais moi déjà, à l'époque, c'était un film qui m'avait complètement déstabilisé à sa première vision parce que d'une certaine manière, Mann n'était pas là où je l'attendais. C'est un film qui semble presque anachronique dans sa filmographie, notamment dans la manière dont elle s'est déployée depuis Révélation ou dans son utilisation de la technologie numérique avec Collateral, Miami Vice ou encore très récemment avec Tokyo Vice dont tu parlais. Stylistiquement, c'est peut-être même le film le plus classique de sa filmographie. C'est presque un film qui aurait eu plus sa place entre Le Solitaire et Le Sixième Sens. Au-delà de cet aspect un peu déstabilisant à la première vision, c'est aussi un film qui, sans mauvais jeu de mots pour moi, a une sorte de retard à l'allumage. C'est-à-dire que le film pâtit, pour la première fois dans la filmographie de Mann, d'une introduction un peu laborieuse, notamment dans l'introduction du personnage de Ferrari qui se déroule en plusieurs temps en tant que pilote, amant, mari, entrepreneur, mais aussi père absent et endeuillé. Ce qui fait que d'une certaine manière, le film patine pendant son premier quart d'heure jusqu'à la grande scène de l'église qui est pour moi le moment où réellement le film décolle, et justement au travers d'une scène qui pour la première fois opte pour un montage beaucoup plus morcelé. Et c'est quelque chose justement que Mann nous avait peu habitué auparavant dans sa filmographie, que ce soit à travers le montage impressionniste de son autre grand biopic qui était Ali, ou dans sa manière notamment d'inscrire la plupart de ses films directement au cœur de l'action, que ce soit dans Heat ou dans Miami Vice. C'est aussi assurément un de ses films les plus théoriques, où ce que Toré appelle le programme existentiel et le programme vital, ce qui tiraille le plus le héros mannien entre sa sphère privée d'un côté et sa sphère professionnelle, se télescope le plus pour ne faire qu'un. Et d'une certaine manière, dans Ferrari, le programme existentiel, il a déjà disparu avant le début du récit. Tu veux dire que le programme existentiel, c'est-à-dire que sa vie de famille, sa vie d'homme a complètement disparu derrière la vie d'entrepreneur. Il est devenu Ferrari, c'est ça que tu veux dire ? Il est devenu effectivement Ferrari. Et en fait, cette bascule, ce moment de décollement entre ces deux programmes dont parlait Toré, a déjà eu lieu dans le passé. Et donc, on arrive après. Donc c'est un film qui convoque une figure stylistique notamment qui est relativement absente du cinéma de Michael Mann, qui est la figure du flashback, qu'il a assez peu utilisé, à part peut-être dans la séquence d'Ali, mais qui est une manière de recomposer le personnage et de dire ce qu'allait être le projet du film, de cette vision très intime du personnage, qui déjouait justement l'idée de fresque attendue qu'on pouvait avoir sur le personnage d'Ali. Là, il l'utilise de manière très parcimonieuse, mais c'est assez interpellant parce que c'est quelque chose qu'on ne voit pas auparavant dans son cinéma. Et c'est un film qui est constamment travaillé par cette notion du passé, du présent qui sont irréconciliables d'une certaine manière. Ferrari est un homme qui est hanté par la mort de ses amis, de son fils, et qui a, d'une certaine manière, c'est un moment où je crois qu'il en parle, a choisi ou pas de se construire un mur vis-à-vis de ça. Et le film rappelle constamment la violence en fait de ce milieu-là et ce qu'il en coûte. C'est assez juste ce que tu dis, et je pense que Michael Mann, quand il s'est intéressé au
au biopic, il l'a toujours fait pour ce qu'il pouvait y mettre derrière. Alors, je crois tout à fait en son intérêt pour Dillinger ou pour Ali, mais ce sont deux films qui existent avant tout, je pense, pour ce qu'ils représentent dans son œuvre et ce qu'ils peuvent manier, je veux dire, comme propos. Ali, c'est pas juste un biopic d'Ali, c'est un film qui retrace toute une histoire sociétale. Bon, voilà. Je pense que Dillinger, c'est un film qui replace... Public Enemies, pardon. Le film qui met en scène John Dillinger est un film qui replace la naissance du capitalisme tel qu'on l'entend aujourd'hui dans la filmographie de Michael Mann. Moi, c'est en ce sens que je trouve le film vraiment intéressant. Ici, je pense que c'est la première fois où, pour moi, son sujet principal, c'est Ferrari, quoi. Et ça, je pense que, comme tu le dis assez justement, le film commence quand il est déjà Ferrari, et c'est pas sur toute la construction du truc, mais vraiment sur ce personnage-là. Et en t'écoutant parler, ça m'a fait penser à quelque chose. Je sais, bon, j'ai pas revu le film dernièrement comme vous, mais j'ai souvenir des premières images du film que j'avais trouvées déjà assez moche, mais un peu étrange, comme si elle n'avait rien à foutre là. Pour préciser, donc le film s'ouvre sur des espèces de films d'archives, fausses images d'archives en noir et blanc, avec un effet un peu de flicker comme ça. Non, noir et blanc. C'est du noir et blanc. Où Enzo Ferrari est pilote. Alors qu'il ne l'est plus pour la suite du film, où il est devenu entrepreneur, il n'est plus pilote. Et en fait, je pense que c'est une manière pour lui de balayer ça dès les premières images et de dire en fait, boum, voilà, on va tout de suite passer à autre chose en fait. Je sais pas, parce que même dans cette introduction, ce qui posait problème, c'était ce mélange d'images d'archives d'époque et l'intégration d'Adam Driver dedans, et donc cette différence de grain, de texture, c'est quelque chose qui est quand même très important dans le cinéma de Michael Mann, et c'était assez interpellant de se dire pourquoi ça reste là en l'état, et c'est ce qui nous introduit au film. Alors, c'est pas invisible en fait. C'est assez flagrant, cette différence de régime d'image. Je sais pas si d'un point de vue théorique c'est justement ce passé, ce présent qui est réconciliable. Je pense que là je suis plus dans l'analyse que réellement dans peut-être la démarche qui est au cœur. C'est peut-être un aléa du film qui a décidé de ça, mais c'est quelque chose qui interpelle entre guillemets ce rapport entre le présent et le passé tout au long du film. C'est quelque chose que convoque le film régulièrement. Il le reconvoque lors de cette très belle scène là, je vais l'appeler la scène du miroir, entre la compagne, l'amante de Ferrari, où elle discutait la problématique du prénom de l'enfant, et que eux ont pris une décision dans le passé et que l'enfant en paye le prix aujourd'hui, et qu'il faut trouver une solution à ça. Même si cette solution est in fine inextricable. Je vais revenir sur ce truc que tu disais à propos du... quelque part, Ferrari, son dilemme entre programme... c'est quoi déjà ? Enfin, en gros, son métier et sa vie d'homme, quoi. C'est un peu ça, pour reprendre des termes un peu moins universitaires. En gros, c'est la lutte qui est au cœur de lui entre son métier et sa vie d'homme. En effet, elle est déjà un peu passée, parce qu'il y a eu tous ces morts, et lui, il a vraiment... Quand on commence le film, il est à 100% entrepreneur tout le temps, même si on le voit avec ses femmes, etc. Mais il a déjà donné sa vie quelque part à son entreprise, et c'est tout à fait juste. Mais par contre, là où ce conflit revient plusieurs fois dans le film, et tu dis, il a dû faire avec la mort, et il a de nouveau un truc très mannien, c'est qu'il a cette espèce de maxime à un moment, comme dans Hit, quand il dit 30 secondes montre en main, machin, il dit, voilà, il y a 20 ans, je me suis construit un mur, et c'est un truc que je me répète tout le temps, voilà, je me suis construit un mur, justement pour pas me faire polluer par mes émotions, et rester justement l'entrepreneur. C'est contrebalancé quand même par sa femme. Oui, bien sûr. Elle essaye de le ramener un peu. Et sa maîtresse aussi, surtout. Je parlais de sa maîtresse dans cette scène-là en particulier. Tout à fait. Mais par contre, il répète plusieurs fois justement dans le film que les pilotes, en tout cas ces pilotes, ils doivent faire le choix de eux. C'est leur passion, c'est leur deadly passion, il dit. Enfin voilà, ils savent qu'ils vont peut-être mourir. Il y a ce côté-là de la mort, il est vraiment très très présent dans le film, je trouve. D'ailleurs, le film s'ouvre au bout de 5-10 minutes dans un cimetière. Donc il insiste beaucoup, je trouve, sur ce truc de extrêmement égoïste en fait. Là, tu t'es choisi ton programme existentiel, ton métier, mais c'est vraiment au détriment de tout le monde, et tout le monde pourra en souffrir. Mais tant pis, toi, tu as décidé de vivre ton programme. En tout cas, c'est le cas pour ces pilotes. C'est purement magnien. Oui, tout à fait. Mais je trouve qu'il va peut-être même un pas plus loin. Ferrari, il est déjà quelque part un peu dans le monde des morts, tu vois. Mais il s'est forgé ce mur, et il a une équipe de gens à qui il dit, toi, tu dois choisir ton programme, ton métier, parce que tu peux vraiment y laisser ta peau, quoi. Mais il y a une forme d'évolution dans ça, parce qu'il y a 2 morts,
on va dire, oui, qui ponctuent le film. De manière très subite, et Ferrari ne souffre pas tellement de ces morts. Il y a quand même il y a une mise en parallèle dans le film de ces deux morts, puisque on a deux fois une discussion qui s'ensuit, l'une fois avec la mère de Ferrari, qui est en train de lire les journaux et la manière dont Ferrari est traité après la mort de ce pilote, et lui va se dédouaner d'une certaine façon de sa responsabilité en blâmant la mère, entre guillemets, de la compagne du pilote. Et dans la deuxième fois, c'est la toute fin du film, la dernière scène de confrontation avec Penélope Cruz. Et là, il y a une forme d'acceptation de sa part de responsabilité, d'une certaine manière, dans le deal qui conclut à la toute fin avec Penélope Cruz. Ces deux scènes se lisent en miroir, et donc il y a une part de nuance qui est apportée dans le traitement du personnage, qui n'est pas aussi univoque qu'il nous l'a été présenté auparavant dans tout le reste du récit. Peut-être. Maintenant, si c'est pour revenir à un niveau peut-être plus basique d'interprétation, je trouve qu'au niveau de la mise en scène, le film il est souvent assez diversement inspiré. Je trouve qu'il y a des scènes qui fonctionnent très bien. On retrouve une sorte de maestria, notamment la première fois que Ferrari va dans son usine, on voit très bien comme l'espace se distribue entre le moment où il est avec les financiers, le moment où il est avec les gens qui vont acheter ses bagnoles, le moment où il est avec les journalistes. Enfin, tout ceci se distribue très très bien, et tout est très bien chorégraphié. Il y a une certaine forme d'envolée un peu picturale et au niveau stylistique à ce moment-là. Après, je trouve qu'il y a des scènes où Michael Mann montre qu'il n'est pas, je trouve, au top de sa forme, un peu pas hyper inspiré. Des fois, il y a des effets sonores qui appuient vraiment dramatiquement les choses, que je trouve vraiment assez grossiers. Et il y a aussi plusieurs moments, je trouve l'ouverture, notamment sur la campagne italienne, qui sert pas à grand chose. Je trouve que de certaine manière, l'intégration de ce décorum italien fonctionne pas très bien, et justement il reste à l'état un peu de décorum. Ça reste foncièrement un cinéaste américain, et donc il a pour moi une incapacité ou beaucoup de mal à se projeter dans cette vieille Europe, qui semble pas arriver à filmer de la même manière qu'il a pu filmer les grands espaces urbains américains, ou même plus récemment ceux de Tokyo. Ce qui fait qu'une grande partie du film, même si les courses automobiles sont très, très présentes dans le film, c'est un film beaucoup d'intérieur en fait. C'est un film très cloisonné, etc., qui se passe dans des petits espaces. Après, je pense que c'est aussi lié à la fois la manière dont il resserre le récit autour des 3 mois de la vie d'Enzo Ferrari, donc il n'y a pas ce souffle de certaines fresques maniennes, et aussi qui est sûrement lié à l'économie même du film. C'est un film indépendant qui a mis longtemps à se financer, donc je pense qu'il y a aussi une logique peut-être qui est peut-être une forme de calcul par rapport à où il en est aujourd'hui, les échecs qu'il a connus. Il n'a pas tourné depuis plus de 8-9 ans, et donc d'une certaine manière, la radicalité qu'il pouvait avoir sur ses précédents films, elle est peut-être plus en retrait, parce que déjà le projet du film, je pense, est extrêmement âpre, peut-être même beaucoup plus âpre que pouvaient l'être des films comme Black Hat, comme Public Enemy, comme Miami Vice, qui malgré tout appartenait à un écrin de cinéma de genre que Ferrari n'a peut-être pas, et donc peut-être dans cette manière d'appréhender son style, il s'est mis beaucoup plus en retrait. Après, on parlait Mais attends, juste pour finir un truc, je trouve aussi que d'une manière générale, dans le placement même de ces comédiens, je trouve que Ferrari est systématiquement, il va regarder par la fenêtre, quoi. C'est un truc, et j'ai trouvé qu'il y avait un recours systématique au fait que Ferrari il rentre dans une pièce où quand il y a un problème, boum, il va regarder par la fenêtre, et t'as une récurrence du plan d'un type de cadrage en assez courte focale où son visage va prendre les 2/3 de l'écran, et ce plan-là revient extrêmement souvent, et je trouve que ça finit par lasser, quoi. Il y a un truc un peu genre... c'est un peu... je trouve qu'en termes de langage cinéma, je trouve que le film est parfois un peu... Le film joue de ces variations-là, de ces plans qui sont des plans iconiques du cinéma mannien, et qu'il retravaille et qui décline. Il y a notamment lors de la première, une des premières courses qui anticipe la mort d'un des premiers pilotes. Il y a ce plan qui est le plan, je crois que Toré appelle le plan océanique, donc ce plan mannien récurrent du personnage qui regarde vers l'horizon, vers cette frontière. Et ce plan-là, il est tout de suite contrebalancé par un plan où le personnage revient et est remis à l'avant-plan, le personnage de la femme du pilote. Et donc le film joue beaucoup de cette dialectique entre ce personnage qui regarde vers le prochain virage, regarde vers l'accomplissement technique, et toujours ce qui le ramène vers le passé. Et cette idée quand même du temps qui passe,
c'est pas juste pour en parler de manière théorique, c'est quelque chose qui est vraiment inscrit au cœur du film. C'est pas étonnant que pour moi le film commence lors de cette scène de l'église où la notion du temps et du temps qui passe est littéralement inscrite à l'écran avec ces personnages qui sont en train de chronométrer la course qui se passe au loin pendant qu'eux sont à l'église. D'ailleurs, j'ai toujours pas compris comment est-ce qu'ils pouvaient chronométrer alors qu'ils sont à l'église, mais c'est pas grave. Mais il y a une question, en effet, comme tu le disais Manu, de l'Americana, des grands espaces qui se retrouvent pas fatalement dans les rues et dans les appartements italiens. Mais il y a aussi une question chez Michael Mann, qui est un cinéaste qui met très fort en forme la sentimentalité de ses personnages et qui va parfois se permettre d'aller dans une forme qu'on pourrait appeler ambient, et qui ne colle ici, je trouve, ni à la narration de son film, ni même au personnage de Ferrari, en fait. Et donc, en fait, je pense que moi, j'avais trouvé aussi que les plans les plus maniens du film ne fonctionnaient pas comme d'habitude, et je pense que c'est entre autres lié à ça. Et je pense que de toute façon, ce type de plan, par exemple, de personnages regardant vers l'horizon dans les films de Mann, ils n'ont eu de cesse de se raccourcir d'une certaine manière. Il n'y a plus du tout cette vision, je ne sais pas, mélancolique ou d'une certaine manière du personnage. Ils sont de plus en plus brefs, en fait, au sein de sa filmographie, parce qu'ils sont d'une manière de plus en plus condamnés. Après, je parlais justement, pour parler de certains défauts du film, du retard un petit peu à l'allumage qu'avait le film. Je tiens quand même à préciser que pour le coup, le film se termine sur une toute autre note, avec une scène d'une grande intensité, qui est la dernière scène de confrontation entre le personnage d'Adam Driver et le personnage incarné par Penelope Cruz, qui est pour moi une des plus belles scènes de la filmo récente de Mann, qui est pas loin de la scène du café entre Pacino et De Niro, qui ne cesse en fait de se déployer sur plein de strates, en fait, qui est jamais évidente et qui en fait te laisse imaginer en fait pourquoi ces deux personnages se sont aimés à un moment, même si tout ce qui s'est dit dans cette scène est extrêmement dur. Il te laisse entrevoir pourquoi cette histoire a fonctionné à un moment, qu'est-ce qui a uni ces gens-là à un moment, et aussi cette fausse idée du rapport de deuil qu'a le personnage de Penelope Cruz vis-à-vis de son fils. C'est non pas le deuil de son enfant qui l'a plongé dans ce chagrin-là, mais ce qu'elle a perdu de Ferrari lui-même avec la perte de son enfant, l'image de Ferrari, de ce personnage qui était aussi solaire d'une certaine manière et qui n'est devenu en fait que cette machine, et pas forcément uniquement à cause de la mort de son fils, mais qu'il est devenu par son métier, par sa passion en fait. Ouais. Mais aussi, dites-moi si je me trompe, mais c'est vous qui l'avez... C'est très bien ce que tu dis, Manu. Ouais, c'est très juste. Mais dites-moi si je me trompe, mais parce que vous avez revu le film récemment, mais j'ai aussi souvenir d'un film qui prend vraiment une autre intensité sur son dernier quart, quoi. Enfin, vraiment, qui... Il y a une manière quand même, le deuxième accident de voiture, violence, comme on en a rarement vu. Là, Mann, tu retrouves quand même le Mann que tu connais, c'est une manière de te scier les jambes, littéralement, où tu es pris, moi encore hier, quand j'ai revu le film, tu sentais le silence de mort dans la salle, des gens vraiment totalement... Il y a une sidération dans cette séquence-là, et c'est vrai que ça teinte toute la fin du film. Ouais, c'est-à-dire que la fin du film sent encore plus la mort que le début. Et c'est vrai que ce que tu disais tout à l'heure, c'est assez juste. C'est un peu un film de mort, quoi. C'est un film de fantôme. Ouais. Après, moi, il y a des choses, je voudrais vous poser la question, ça nous avait déjà interpellé lors de la vision en octobre, c'est la manière dont parfois Mann s'autocite. Et notamment, là, il y a une citation, c'est pas la première fois qu'il se cite, on avait déjà parlé autour de Hacker, où là, il citait une réplique de Manhunter. Là, c'est une citation musicale qui est assez interpellante, puisqu'elle intervient justement après cette deuxième scène d'accident, où c'est un peu le climax émotionnel du film. Le climax émotionnel du film. Et il utilise une musique qu'il a déjà utilisée dans Révélation sur une scène qui en fait entretient beaucoup de parenté avec cette scène dans Ferrari. Dans Révélation, c'était la scène où, après avoir déposé auprès de la justice, le personnage de Russell Crowe rentrait chez lui et était interpellé sur le bas-côté par une voiture en train de brûler sur le bas-côté, et quand il rentrait chez lui, sa femme avait quitté le foyer. Et là, ça les jouait à l'inverse, où c'est Ferrari qui se retrouve devant la carcasse de la voiture, et ce n'est non pas l'homme qui retrouve le foyer déserté, mais c'est la femme qui retrouve le foyer déserté, puisque c'est la femme du pilote qui va lire cette lettre d'adieu de son compagnon. Donc ça m'a interpellé, parce que d'une certaine manière, la réutilisation de cette musique qui s'appelle
Le titre est assez évocateur, Sacrifice de Gerhardt. Voilà, et ça m'a interpellé parce qu'à la fois elle est très cohérente et je ne sais pas ce que réellement dans cette inversion, qu'est-ce que Mann veut te dire, mais elle procède aussi d'une certaine mise à distance aussi à ce moment-là du récit. Mais c'est justement aussi un moment, le sacrifice, justement, c'est intéressant que tu le dises, c'est un moment où son dilemme dont on parlait tout à l'heure s'incarne parce qu'il réussit en tant que compétiteur parce qu'il a gagné la course. Enfin, son équipe a gagné la course, mais en même temps, cette mort de son pilote le rappelle encore à ce truc de sacrifice qu'il... Pas que de son pilote. Oui, pas que de son pilote, c'est une grande scène de mort, mais le ramène de nouveau à tout ce qu'il a sacrifié, ce avec quoi il doit frayer pour justement arriver à ce niveau d'excellence de la voie qu'il a choisie, quoi. Mais à part ça, c'est vrai que c'est une autocitation qui est très très visible. Pour les autocitations, je ne peux pas te dire que... Qui m'a plus gêné à la première vision qu'à la seconde, parce que je m'y attendais et je pense que... Alors je ne sais pas si le mixage a changé, si elle est moins mise à l'avant-plan. J'ai eu l'impression qu'elle est beaucoup moins à l'avant-plan, qu'elle est mixée beaucoup plus avec les effets, le reste de la bande sonore dans cette deuxième vision que j'ai du film. Mais voilà, en tout cas, ça m'a interrogé sans arriver réellement à formuler ce que le film me disait de ce rapport entre ces deux films. Un petit mot sur Adam Driver, peut-être ? Non, rien. Moi, je trouve que Adam Driver est plutôt bien, qu'il tient bien le film et qu'il a cette faculté, je trouve, à avoir une certaine prestance, à proposer un truc particulier qui fait qui reste assez hypnotique. C'est un acteur qui reste, je trouve, vraiment, vraiment intéressant et qui sait se fondre aussi. Là, on voit bien qu'il sait se fondre parce qu'il joue quelqu'un de beaucoup plus vieux. On n'interroge jamais son âge, je trouve, moi. On n'interroge jamais sa relation avec Penelope Cruz. Je trouve que le couple marche très bien. Il fonctionne du tonnerre. Ouais. Leur relation et leurs rares échanges dans le film sont parmi de ce qu'il y a de mieux dans tout le film, quoi. Ouais, on va switcher sur un autre film où il y a une citation, mais totalement inverse, là, une anti-citation. Bon, tu vas nous expliquer ça alors, Lucien, et parce qu'on passe tout de suite à The Zone of Interest. Die herrliche Zeit, die wir gemütlich im gastlichen Hause Hurst verlebten, wird immer mit zu unseren schönsten Urlaubserinnerungen gehören. Im Osten steht unser Morgen. Herzlichen Dank für eure nationalsozialistische Gastfreundschaft. Quatrième film en 23 ans pour le cinéaste londonien Jonathan Glazer, The Zone of Interest a obtenu le Grand Prix au dernier festival de Cannes. L'auteur-réalisateur s'est fait connaître pour son travail sur des clips et des publicités avant de passer au long format en 2000 avec Sexy Beast. Les deux longs métrages qui ont suivi, Birth en 2004 et Under the Skin en 2013, ont tous deux marqué leur époque, on peut le dire, je pense. Ils sont marqués par leur époque plutôt. Tout à fait. Jonathan Glazer signe lui-même l'adaptation d'un livre de Martin Amis, un auteur anglais à tendance satiriste et cynique. Il a entre autres signé Money en 1984 et London Fields en 1989. Pour info, il est décédé quelques jours avant la présentation cannoise de The Zone of Interest. Alors, pendant près de 2 heures, The Zone of Interest s'intéresse au quotidien de la famille Heuss, au début des années 40, majoritairement dans leur propriété en bordure directe du camp d'extermination d'Auschwitz. Le camp d'extermination d'Auschwitz qui est dirigé par le pater familias Rudolf Heuss. Les anniversaires, swimming pool parties et autres discussions Tupperware sont rythmés par les aboiements, les ordres, le bruit des trains ou le ronflement des cheminées émanant du camp voisin. Souvent filmé grâce à un dispositif extrêmement particulier, plusieurs caméras placées dans la maison et le jardin, laissant une certaine liberté aux comédiens tandis que le réalisateur et l'équipe technique se tiennent en retrait du plateau. Le film est interprété entre autres et en allemand par Christian Friedel et Sandra Hüller, récemment dans Anatomie d'une chute. La musique est de Mika Levy, le design sonore de Johnny Byrne et l'image est signée Łukasz Zal qui a travaillé auparavant avec Paweł Pawlikowski, notamment sur Ida et Cold War. Alors, c'est Lucien qui commence. Tu as la lourde tâche de commencer sur ce film. Et de ne pas t'endormir. Non, alors en plus, je sais que c'est un film qui vous divise énormément. Je trouve que c'est un film qui est extrêmement pertinent. Je trouve que c'est un film passionnant intellectuellement. Je trouve que c'est un miroir total de notre époque et peut-être qu'il n'est intéressant que envisagé comme tel. Je me pose la question. Mais c'est aussi un film qui est extrêmement cérébral et en total déficit émotionnel me concernant.
Je pense que c'est un film qui utilise les pires horreurs de notre histoire et leur industrialisation, on va dire, pour les mettre en résonance avec notre actuelle façon d'objectiver, d'objectiver les rapports sociaux. C'est un film peut-être plus sur l'ultralibéralisme que sur le nazisme à proprement parler. En fait, Heuss, dans ce film, c'est littéralement comment on peut dire, un gestionnaire, un responsable qui gère au mieux l'économie sociale, les ressources humaines de sa petite entreprise franchisée. C'est littéralement ça. Tu le vois très peu gérer le camp, quand même. Il y a une visite d'industriel chez lui, mais à part ça, sur son lieu de travail, il y a un plan où tu ne vois rien d'autre que le ciel. Tout tourne quand même autour de ça, de sa mutation, de son... Enfin bon, c'est quand même un truc extrêmement important. Et alors, cette objectivation, je veux dire, des rapports sociaux, c'est cette... Il y a un terme pour ça, mais je ne retombe pas dessus. Glaser l'intègre presque à son dispositif. Il filme son personnage de façon totalement détachée, de façon presque objectivante pour le coup. Presque façon télé-réalité, quoi, mais littéralement. Il y a un truc très bizarre avec ça, mais c'était un peu la maison, l'intérieur de la maison et le jardin. Donc il y avait ces caméras qui étaient là placées en permanence, et en effet il y a un côté un peu love story. Il y a un truc très bizarre quand certains personnages sont dans la maison, c'est-à-dire que tous leurs déplacements sont filmés en entier de plusieurs angles différents, et d'habitude quand on monte un film on coupe un peu dans le mouvement, et là il y a une espèce d'effet de répétition du mouvement dans la maison. Après, cette logique du dispositif, de la répétition, c'était quelque chose qui était déjà présent dans son précédent film, dans Under the Skin. Il y avait déjà ces logiques-là au sein du van avec Scarlett Johansson qui interpellait des passants, etc., qui étaient à des moments des anonymes avec des caméras qui étaient embarquées, cachées, etc. Cette logique-là du dispositif, elle est déjà présente dans le cinéma de Glaser. Elle n'apparaît pas avec la zone d'intérêt. Je pense que c'est aussi pour moi un des soucis un peu du film, c'est que d'une certaine manière, ce dispositif qu'il a mis en place, où il soustrait d'une certaine manière le camp, puisque le camp n'est qu'à l'arrière-plan ou qu'à l'arrière-plan ou en hors-champ sonore, etc. Ouais, on reparlera de cette notion de hors-champ. Cette problématique de la soustraction fait qu'en fait, au sein de ce dispositif, chaque fois qu'il veut ramener cette question-là du camp, c'est fait de manière extrêmement artificielle. Ça apparaît comme un artifice. Cette logique, en fait, d'effacer les choses fait que chaque fois qu'il ramène de la dramaturgie, pour moi, ça coince. Et il y a une problématique au-delà de, tu parlais effectivement de filmer à distance, d'objectivation des choses. Moi, je vais le dire très crûment, mais à un moment, à part d'enfiler des perles sur la banalisation du mal et de répéter un dispositif, moi, en tant que spectateur, je m'ennuie. Et pour moi, ce discours sur, effectivement, cette bureaucratie du mal, etc., c'est fait de manière très littérale, pas forcément très fine. Moi, je trouve qu'il se retrouve prisonnier un petit peu de son dispositif, qui tourne un peu en rond, comme dans la plupart des films de Glaser, qui commencent de manière très forte, avec un concept très fort, et qu'il a du mal souvent à boucler. Moi, je suis tout à fait d'accord. En fait, je suis tout à fait d'accord sur le dispositif, et c'est exactement ce qui me tenait quasi totalement à distance dans Under the Skin. Sauf qu'en fait, ici, je trouve que derrière le dispositif, il y a un propos que je trouve assez intéressant, que je trouve assez juste, que je trouve pertinent d'amener là maintenant et de cette façon-là, de manière extrêmement frontale, extrêmement, comme on vient de le dire. Et donc, entre guillemets, je décide de ne pas me laisser avoir par le dispositif. Parce qu'en fait, je le trouve en permanence intéressant, intelligent. Ouais, mais j'ai l'impression donc, régulièrement qu'il me fait des sujets lecture. Je suis tenu à distance, ça je suis tout à fait d'accord avec toi, par le dispositif, mais c'est aussi ce dispositif que je trouve tellement malin et tellement pertinent qu'en fait je suis un peu toujours à deux vitesses face au film, me dire putain c'est un film vraiment, vraiment très malin, mais c'est aussi un film très malin. Vous voyez ce que je veux dire? Non, pas trop. Qui fait un peu le malin. Non, mais moi justement je trouve pas du tout. Mais bon, bref. On va revenir sur des choses parce que... Enfin bon, vas-y Oli. Non, moi déjà, je trouve que c'est un film enthousiasmant parce que c'est un film qui me questionne constamment en tant que spectateur. Après, je suis d'accord que c'est pas du tout une partie de plaisir et c'est peut-être un film un peu compliqué pour nous parce que nous, à Transmission, on a tendance à défendre des films qui te font réfléchir et qui te font analyser si tu as envie, mais qui te procurent aussi une émotion quasiment directe en tant que spectateur. C'est un peu notre graal de cinéma et ici, c'est vrai que... C'est l'équilibre qu'on
qu'on soutient. Ouais, c'est un peu l'équilibre qu'on soutient. Et ici, c'est vrai que tu es en lutte constante, en fait. Avec ce film, en tant que spectateur, tu es constamment en interrogation, en lutte. Tu n'as pas envie d'y aller. Tu te disputes tout le temps, en fait. Toi, en tant que spectateur... Moi, honnêtement, pas assez. Et là-dessus, c'est un film que je trouve qui, en effet, est très actuel parce qu'il y a cette distanciation par rapport au mal qu'on laisse hors champ et qu'on n'a pas envie de... Enfin, qu'on laisse toujours à distance comme ça, avec notamment cette belle allégorie qui est faite avec les plans documentaires qu'on voit à la fin. Qui se passe donc de nos jours. Qui a double sens, enfin qui a plusieurs sens. Oui, voilà, qui est sujette à interprétation, voilà, polysémique, ça c'est clair. Et là encore, pour moi, très très artificiel dans son dispositif et dans ce qu'il t'assène un petit peu. Mais bon, ça, pour moi, mais c'est super malin. L'idée souvent fiche de lecture, entre guillemets, les cendres qui restent 80 ans plus tard, qu'il faut continuer à balayer. C'est très théorique, mais je trouve ça brillant. Ouais, moi j'ai vraiment l'impression d'avoir des fiches de lecture de quoi penser du film. D'autre part, tu parlais tout à l'heure de nœud narratif, mais justement, en fait, le truc, c'est que là, il évite complètement tout nœud narratif. Il y a un nœud narratif pour moi dans le film qui est la mutation. Ok, le Rudolf Höss, à un moment, il est muté, et c'est vrai que c'est amené, on peut dire... un peu, enfin voilà, c'est pas amené avec la plus grande subtilité du monde, mais le film évite quelque part constamment cette narration. C'est juste que à partir de ce moment-là, le film va prendre un deuxième régime moi j'ai trouvé en tout cas, et c'est là où je trouve que le hors-champ c'est pas toujours du hors-champ parce qu'on voit des choses, on voit le haut, et je trouve que il y a une infiltration, en fait, que le mal s'infiltre. Et à partir de ce moment-là, tu vois un petit peu sous une espèce de couche de bonheur quotidien, tu vois un peu le mal qui s'infiltre. Donc le gamin qui enferme son petit frère, le mari qui trompe sa femme, la femme qui est méchante avec ses domestiques. Enfin, il y a un truc un peu larvé comme ça qui fait qu'il y a un deuxième discours dans le film. C'est pas larvé, justement. C'est pour moi, tous les soucis, c'est justement d'un coup... il sort un peu de ce dispositif qui devrait t'amener à une sorte de vertige de cette distanciation de ces personnages-là. Non, il pose clairement des scènes de cruauté, des scènes bureaucratiques où on théorise des choses, où on parle de flou, etc. Et où tout d'un coup, en fait, le discours est plaqué, en fait. Il se sort de ce dispositif qui, à un moment, l'emprisonne parce qu'en fait, il n'arrive pas à créer ce vertige, en fait, de cette mise à distance constante de ces personnages-là vis-à-vis de ce rapport à ce camp de concentration. Et moi, je suis même pas tout à fait certain que ce soit une bonne idée. Enfin, je veux pas. Moi, je suis pas tout à fait certain que ce soit une bonne idée non plus. Hein. C'est juste que je constate. Je veux pas discréditer ce que tu dis, mais je suis pas certain que ce soit une bonne idée de parler parce que je l'ai beaucoup entendu, je l'ai beaucoup lu, etc. De parler de banalisation du mal en parlant du film, parce que je pense que c'est pas le propos du film. Non. Et justement, c'est parce que... J'ai pas dit banalisation, non, j'ai dit plutôt vie banale, mais où on fait les petits arrangements avec le mal, quoi. Exactement, et je pense qu'en fait, c'est presque un film sur la non-conscience du mal, d'une certaine manière. Alors, je pense que ces personnages avaient quand même un petit fond psychopathe quand même à un moment, hein, mais je pense que c'est tout le propos qui porte sur le nazisme aussi, c'est à quel point tu peux avoir des gens plus ou moins sains d'esprit qui se retrouvaient à interpréter ça, à mettre en place ça de manière totalement... je vais revenir sur ce terme-là, mais objectiver, quoi. Enfin, de voir tous ces gens comme de la force de travail et comme Dieu. Enfin bon, voilà, et rien de plus entre guillemets. Et je trouve que là-dessus, le personnage de la belle-mère et la confrontation entre la belle-mère et la femme est absolument passionnant. Parce qu'en fait, c'est à peu près le seul personnage du film qui a l'air de comprendre qu'il y a un truc qui cloche, quoi. Qui dit, ok, c'est bien beau tout ça, mais ça sent quand même un peu mauvais. Était le meilleur ou pire de s'en aller, tu vois? Quoi? C'est la question que je me posais, c'est. Ok, je déteste Sandra Hüller dans le film, mais sa mère est-elle meilleure ou pire, tu vois, dans le sens où... C'est ça qui est super intéressant. Bah oui. C'est ça qui est super intéressant. Et toute leur confrontation, c'est que Sandra Hüller a presque pas l'air en tout cas, fait le choix de pas se rendre compte de ce qui va avec toute la vie qu'elle mène. Et la belle-mère, elle est... Ah oui, c'est vraiment super, t'as bien réussi, ma fille. Par contre... Tes voisins, c'est pas terrible. Ouais, c'est ça. Ça sent un peu le cramé et mes dragues, je fais pente dehors. C'est pas elle qui... Enfin bon, mais tu vois l'idée, quoi. En fait, je trouve ça assez fascinant là-dessus aussi. Non, régulièrement, j'ai trouvé le film super intelligent. Enfin, justement, ce rapport entre Sandra Hüller et sa maman, le fait que Sandra Hüller brûle la lettre, je trouvais que ça ramenait le côté on efface les traces de manière hyper claire et hyper forte comme ça, d'un coup, en un seul geste. J'ai trouvé ça génial. Constamment pertinent, constamment intéressant, constamment interpellant. Mais pas dans la séance. Si, un peu pendant la séance, surtout après, avec moi-même et avec les autres gens qui l'ont vu, ça c'est sûr. Et bien sûr, il y a eu toute l'interrogation que je me faisais par rapport notamment aussi au plan
En caméra, c'est pas caméra thermique, c'est quoi? C'est une caméra thermique. Comment vous interprétez ça? C'est une caméra thermique rehaussée avec de l'intelligence artificielle, puisqu'il filme, je crois, en 1K avec ses caméras thermiques, et donc il doit la remonter au niveau de au moins d'un 4K télécinéma pour ça. Mais oui, c'est des caméras thermiques. Ouais. Mais qui donnent un aspect de négatif. Ouais, c'est ça, aspect négatif, tout à fait. Moi, je trouve que c'est la meilleure utilisation de la caméra thermique depuis Predator, quoi. En tout cas, ce qui m'est apparu clairement dans le film, c'est qu'à chaque fois, c'est connecté au somnambulisme d'une des filles de la famille Eus. Parce qu'à chaque fois, ça se déclenche après l'une des crises de somnambulisme de la famille Eus. Et la première fois qu'on voit ça, c'est un moment où tu viens de voir, je sais pas, pendant 10 minutes, Rudolph en train d'éteindre les interrupteurs dans sa maison. Et à un moment, boum, il y a un truc sur lequel il peut pas avoir de prise, un truc voilà, qu'il peut pas contrôler, qui est le somnambulisme de sa gamine. Voilà, ça arrive, c'est un peu emmerdant, voilà, mais ça arrive et c'est un truc qu'on peut pas contrôler. Et en miroir de ça, tu as ce truc où tu as une petite fille qui, voilà, brave, peut-être de manière complètement inconsciente, les interdits pour aller rallumer un petit peu d'espoir, un peu de vie. Tu vois, alors, est-ce qu'elle plante des pommes pour que les ouvriers, les gens qui sont au camp les trouvent, ou est-ce que c'est juste une image, tu vois, de vie, tu vois, un peu de vie laissée? C'est entre guillemets dans la genèse, la genèse de ces séquences-là, c'est ça. C'est tiré d'un récit d'une jeune fille qui vivait près du camp et qui dispose de la nourriture pendant la nuit passée pour que les prisonniers qu'on ne verra jamais pendant le film, vraiment les prisonniers, pas les gens qui font des services extérieurs, puissent se substanter. Mais là encore, ça passe par un dispositif, ça passe par de la mise à distance, ça passe par du théorique avant de l'émotion. Mais c'est pas le projet du film, je crois. Je crois que le projet du film, c'est de te faire bouger le cerveau. Ouais, c'est clairement ça. Mais ce qui est pas un peu paradoxal par rapport à ça, c'est que moi, peut-être la seule implication émotionnelle que j'ai dans ce film, c'est par rapport aux enfants qui n'ont rien demandé et qui encore plus que les autres ne se rendent probablement pas compte. Et donc il y a quelque chose peut-être les seuls moments où j'ai pu être un peu chopé émotionnellement par le film, c'est à ce moment-là. C'est des moments de vie banale d'enfants qui sont dans un jardin paradisiaque derrière un mur d'Auschwitz, quoi. Et le seul contre-champ d'enfants qu'on a, c'est ce truc-là que j'ai jamais su interpréter du film, moi. Et donc à la limite, c'est là que je me place presque un peu entre vous, dans le sens où ce dispositif-là a même réussi, entre guillemets, à m'abîmer le peu d'émotions que le film a pu me faire ressentir. Bon, en tout cas, sur le deuxième moment où on voit cette caméra thermique, enfin les plans en caméra thermique, c'est le seul moment où le film m'a mis dans un état un peu d'hypnose, un peu où j'étais un peu où justement mon intellect lâchait pour être dans la pure sensation vis-à-vis du film. Après, j'étais vite dès que la petite fille rentre chez elle, j'étais vite ramené sur le plancher des vaches. Mais après, quelque part, je me suis dit, merde, comment ça se fait que j'ai pu me laisser emporter à ce moment-là? Je me demandais si c'était voulu que justement je perde pied à ce moment-là, ou est-ce que c'était, ou est-ce que justement il cherchait toujours cette distanciation. Je ne sais pas. Moi, j'ai une problématique aussi, c'est que je peux cligner des yeux pendant le film ou m'assoupir, ça ne change rien de la vision que j'ai du film, parce que il y a des scènes, si tu les loupes, tu perds quand même de la substance. Hein. Moi, je trouve que c'est le sentiment que j'ai sur beaucoup de films de Glaser. Hein, c'est des films qui ne tiennent pas sur la longueur. C'est des films qui peinent complètement à dépasser leurs promesses de départ. Je trouve que c'est le cas déjà des Sexy Beasts, c'est le cas aussi passer un certain temps dans Burst, et c'était le cas dans Under the Skin. Il vient du vidéoclip, il a cette logique-là de dispositif, c'est souvent des clips qui sont dans des espaces clos, etc., qu'il a pu faire pour Massive Attack, qu'il a pu faire pour Blur ou Radiohead. Il y a cette logique-là. Et moi, je trouve que pour moi, il n'a pas toujours fait ses preuves en tant que conteur de long métrage, quoi. Tu veux dire que Glaser serait un peu le Quentin Dupieux anglais? Now, if any of you sons of bitches got anything else to say, now's the fucking time! Il y a encore des trucs à dire. Je sais qu'on a beaucoup questionné ces images dans le musée, mais pour moi, c'est absolument essentiel à la compréhension totale du projet de Glaser, dans le sens où... En tout cas, ça t'interpelle directement, toi, en 2023, quoi. Enfin, 2024. Ça t'interpelle directement, ça continue à te montrer comment on continue d'industrialiser l'horreur. Il prend pas. Surtout à te tenir à distance. Le truc, c'est muséifié. C'est muséifié, l'horreur, c'est loin. C'est l'image muséale, tout ce qu'on veut. L'horreur, c'est loin, mais on continue à
industrialisé à faire du travail autour de ça. Des gens, c'est pas pour rien qu'ils filment des gens d'une équipe d'entretien. C'est pas des visiteurs qui filment, c'est des gens qui viennent nettoyer. C'est des gens qui sont payés pour venir nettoyer. Qui sont les mêmes gens, très probablement, que ceux qui bossaient chez la famille Eus. Possiblement. Et qui ramassent... Bon, ça, c'est vraiment une image... c'est vraiment de la licence poétique, mais je trouve qu'il marche du tonnerre. On a vraiment l'impression qu'elle balaye de la cendre, quoi, comme si la cendre avait passé les décennies, quoi, et restait là. Enfin, il y a vraiment tout un rapport à ça. Bref, tout ça pour dire, moi je trouve c'est pour terminer la boucle de comment j'ai commencé mon intervention, je trouve que c'est un film passionnant intellectuellement, mais dans lequel pour moi il y a un vrai déficit émotionnel. Oui, et puis cette séquence-là, elle est amorcée par pour le coup, une séquence, moi j'achète assez peu, cette idée qui est un peu anticipée, presque de forme de remords, ou entre guillemets, de cette séquence qui est amorcée par ce vomi du personnage, de la manière où d'un coup son corps rejette quelque chose. Moi, dans tout ce qu'on m'a montré du personnage, c'est quelque chose que j'achète assez peu à ce moment-là, quoi. Moi, c'est un truc sur lequel je ne m'étais pas réinterrogé, mais je serais ravi d'en reparler. Merci messieurs pour cette belle discussion. Voilà, donc on va terminer ici et passer au conseil. Écoute, pourrieux, pour moi tu n'es qu'une merde de chien qui s'étale sur un trottoir. Et tu sais ce qu'on fait d'une merde de ce genre? On peut l'enlever soigneusement avec une pelle, on peut laisser la pluie et le vent la balayer, ou bien on peut l'écraser. Alors si tu veux un conseil d'ami, choisis bien l'endroit où on te chiera. Manu, je crois que tu es le seul à avoir un conseil qui ne sera pas un débeauté, une reprise de volée de Lucien. Si. Mon conseil, ça sera une mini-série Canal+ en cours de diffusion, Monsieur Spade, que l'on doit à Scott Frank. Scott Frank, grand scénariste hollywoodien, à qui l'on doit les scénarios de Get Shorty, Hors d'atteinte, dont on avait déjà parlé dans un précédent Focus, mais aussi Minority Report, qui est aussi réalisateur de 2 longs métrages, Lockout et Balade entre les tombes, et qui depuis quelques années s'est tourné vers la série télé avec des mini-séries comme Godless, Le jeu de la dame et aujourd'hui Monsieur Spade, une série qu'il a coécrit et co-créé avec Tom Fontana, le créateur de Oz, et qui, comme son nom l'indique, reprend le personnage imaginé par Dashiell Hammett et incarné à l'écran par Humphrey Bogart, et dont ils imaginent la retraite dans le sud de la France, à Bozoul, qui est à 2 pas de là où j'ai grandi, à la même époque où je découvrais en fait les écrits de Dashiell Hammett. Ça c'est pour l'anecdote, avec au casting un Clive Owen absolument parfait en Sam Spade, que je n'avais pas vu aussi bon depuis très très longtemps, un casting français aussi composé de Denis Ménochet, Louise Bourgoin, Jonathan Zakaï ou Chiara Mastroianni, et qui ne s'arrête pas à une simple rêverie autour des écrits de Dashiell Hammett, de la figure de Sam Spade ou du privé, mais qui met au cœur de son récit les tensions politiques et sociales de la France de la guerre d'Algérie. Donc c'est une série assez passionnante dont j'attends les derniers épisodes pour me faire une idée vraiment plus complète, mais absolument réjouissante en l'état. Mais après, toi, Oli, c'est quoi ton conseil ? Très vite fait, donc Capture Mag lance un comment ça s'appelle, financement participatif pour leur prochain numéro papier autour de William Friedkin. Donc voilà, on est impatient. Petit conseil au débeauté. Voilà, maintenant je passe la balle à Lucien qui n'a rien. Si Transmission lance un crowdfunding sur mon compte personnel, bah ouais, vous pouvez toujours rejeter une oreille sur nos différents contenus, nos différentes émissions avec Toré. Alors bon, ici principalement autour de Michael Mann, on a une présentation de Thief au Kinographe filmée qui est sur YouTube. On a aussi notre émission, notre longue émission autour du cinéma de Michael Mann dans toute sa splendeur qu'on trouve sur toutes nos plateformes habituelles. Et puis si vous avez envie d'aller plus loin avec notre ami Jean-Baptiste, on a aussi une émission autour du cinéma de Michael Cimino et une captation de la présentation du film de Jean-Baptiste Toré sur Michael Cimino qui s'appelle Mirage américain au cinéma Churchill des Grignoux à Liège. Merci bien Lucien pour ce petit moment. Il fait bien l'autopromo. Autopromotionnel. Autopromo à plusieurs facettes. Transmissionlepodcast.com pour notre site web. Nous sommes également sur les réseaux sociaux, Facebook, Mastodon, Blue Sky, tous ces trucs que je ne maîtrise pas encore. Et puis bien sûr toutes les applications de podcast, Acast, Podcast Addict, Google Podcast, Spotify, Apple Podcast, mais aussi tous nos contenus sur YouTube. Très bien, merci messieurs, à très bientôt. J'espère qu'on se retrouvera d'ici un mois pour garder le bon rythme qu'on a pour l'instant. Et à très bientôt. Merci de nous avoir écoutés, chères auditrices, chers auditeurs. À très bientôt. Ciao, ciao.